Salut José. Salut Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, on se projette sur une nouvelle saison. Ouais. Donc, au moment de l'enregistrement, on est en fin d'année, puis on est en train de regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Puis je pense que vous êtes aussi nombreux à vous poser des questions sur vos prochains événements de course. Voilà. Puis il y en a certainement qui vont se demander, est-ce que je me lance? Oui. Est-ce que je me lance dans un marathon? Oui. Peut-être un premier marathon? Oui. Aujourd'hui, on va vous conseiller un petit peu sur comment bien choisir votre marathon. Oui. Vous rappeler un petit peu là, de qu'est-ce qui peut se passer durant l'entraînement, durant votre préparation, puis un petit peu là, des petits pièges à éviter, puis des petits conseils parce qu'on en a quelques-uns de faits. Oui, et quelques anecdotes un peu sympathiques. Nécessairement. Par la force des choses, ça va nous apparaître là, des anecdotes au fil des marathons qu'on a fait. C'est certain. Donc, on a beaucoup de marathons à notre actif, toi et moi. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que tu peux commencer. Rappelle-nous, c'est quand ton premier marathon? Le premier, c'était en 2004, c'est à Québec. Ça s'appelait le Marathon des Deux-Rives. Ouais. Et j'avais 39 ans. Mm-hmm. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas de montre GPS. Donc, on époque. avait des petites pancartes à chaque kilomètre. Et j'avais bien choisi parce qu'on veut parler de ça aujourd'hui. Ouais, hein? Ouais. J'avais bien choisi. En fait, c'est mes amis qui avaient choisi. Mais je me souviens de tous les questionnements que j'avais à cette époque-là. Mm-hmm. Et c'est un peu tout ça qu'on va passer aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme questionnement? Quand on le choisit, on le vit, la préparation, le pendant, etc. Ouais. Ouais. Qu'on a beaucoup à jaser, là. Donc, oui. 2004, en fait, donc ça fait 21 ans, ton premier marathon. Oui. Le mien, c'était... C'est en quelle année? En fait, c'est soit 2013 ou 2014. OK. Mais c'était à Montréal. 2013, je suis pas mal certain. Le Marathon de Montréal. Le Marathon de Montréal. Non, peut-être 2014. Bref, une de ces deux années-là, c'est sûr. Donc, Marathon de Montréal, ça fitait bien avec la fin de saison. Puis septembre, pour moi, c'était une bonne date. J'étais quand même assez satisfait d'avoir choisi Montréal comme premier. Ça reste quand même que c'est un marathon de moyenne envergure, mais pour un marathon proche de la maison, c'est peut-être le plus gros qui peut être fait. Là. Oui, c'est le plus gros. Puis, tu étais quand même dans une période où tu étais très occupé, donc tu avais réussi à faire l'entraînement, mais tu ne pouvais pas t'en aller non plus très loin, aller en faire un. Non, c'est ça. À ce moment-là, avec l'université, c'était moins réaliste là, de partir une semaine faire un marathon à l'étranger. Puis, avec du recul, j'étais prêt pour compléter un premier marathon, là, mais je n'étais pas entraîné comme maintenant, j'aimerais être entraîné pour un marathon non plus. Là. Oui, mais le premier... Le premier, de toute façon, puis on y reviendra, l'objectif, il faut que ce soit de le compléter, puis d'en garder une bonne expérience. Moi, c'est toujours ça que je dis, c'est arrangez-vous pour que vous en gardiez une bonne expérience, peu importe le temps. Si vous arrivez puis que vous avez fait une préparation qui était à la hauteur de vos attentes, puis qu'après ça, dans le jour de la course, vous avez été capable d'offrir la prestation en fonction de ce que vous étiez prêt et tout, il y a bien des chances que dans une semaine après votre marathon, ça reste comme une expérience positive. Là. Oui, puis c'est un succès à ce moment-là. C'est quand ils mettent la médaille autour de ton cou. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, toi, quand ils t'ont mis ta médaille autour de ton cou. Honnêtement, pas tant. Moi, ce que je me souviens, c'est vraiment comme les 100 derniers mètres. Ah oui? Ouais, ça, je m'en souviens quand même assez bien. J'avais un ami qui courait avec moi une bonne partie du marathon, qui m'avait accompagné. Puis là, c'est le moment où, justement, il te laisse filer. Mais j'ai quand même un bon souvenir. On arrivait au Parc La Fontaine à ce moment-là. Mais non, c'est assez flou. J'ai des souvenirs un peu plus importants de médailles, mais pas de mon premier marathon, non. Mais c'est certain qu'un premier marathon, on se souvient, on l'oublie jamais, premièrement. Non, c'est ça. Et comme tu dis, si l'entraînement, le marathon doit être fait de façon à ce qu'à la fin, on considère que c'est un succès. Ouais. Et que le succès, l'émotion de succès est plus grande que l'émotion de souffrance. Ouais. Parce qu'un marathon, ça peut pas être facile. Non. Même si on est bien entraîné. Mm-hmm. Et en tout cas, on a tellement à dire, tu sais, ça pop dans ma tête comme du popcorn, là. Parce que toi, t'en as fait comme au moins une quinzaine de marathons. Tu as fait des ultras aussi, mais un 42.2 qui n'est jamais un point 2. En passant, il faut qu'on dise ça aussi aux gens. Il ne faut pas qu'on oublie de leur expliquer ça. Bien,
c'est particulier. C'est souvent en milieu urbain. Ouais. On peut plus se préparer au niveau du pace, de l'allure. Ben oui. Et ça aide aussi à rassurer. Oui. Mais donc, c'est ça. Le premier, il faut que ce soit un succès. Ouais. J'ai trop entendu de gens au fil des années me dire, et toi aussi, tu en as entendu, c'est certain, nous dire, je l'ai terminé, mais j'ai fini sur les genoux. Grosso modo. C'est mon premier puis mon dernier. Puis, tu sais, c'est correct de vouloir en faire un, puis après ça, de pas nécessairement vouloir récidiver, mais il faut juste que ce soit pour les bonnes raisons. Là. Si c'était parce qu'on s'est trop mis de stress, puis c'est peut-être pas une bonne raison de ne pas en refaire un autre. Si c'est une gageure, là. Oui, exact. Mais si c'était parce que j'aime ça faire des demi, puis là, une fois, j'ai envie d'essayer le marathon, puis après ça va être terminé, c'est bien correct aussi. Oui. On peut décider de... simplement une fois, mais une belle fois. Oui. C'est ça qui est important, que la foi soit belle. Moi, j'étais chanceuse. Cette fois-là, c'était avec des amis. Ouais. J'en ai parlé dans le livre parce que c'est un marathon que j'ai trouvé important. Je l'ai très, très bien réussi. Et j'étais bien entraînée. Ouais. Évidemment, un marathon, tu peux pas tricher dans un marathon. Non. Tu peux pas faire semblant que tu t'es bien entraîné dans un marathon. Le semblant passera pas la barrière. Ça va te revenir. Ça va te revenir en pleine face. Ouais. Et j'étais vraiment très, très bien entraînée. J'étais avec une belle gang d'amis. J'avais Lionel qui m'attendait à la fin. C'était mon premier. Et je dois dire une phrase que vous allez peut-être vous souvenir si vous décidez de vous inscrire à un marathon. Moi, quand on m'a mis la médaille autour du cou, je me suis dit, et j'oublierai jamais, je suis une marathonienne. Ouais. J'en revenais pas parce que j'avais commencé puis j'avais de la misère à courir un coin de rue au début. Et la deuxième chose, ça c'est bien enfantin, là, vous allez voir, là. On a le droit d'être enfantin un peu dans notre vie. Surtout à la fin de marathon. Là. À la fin de marathon, on a le droit à tout. Je suis arrivée puis j'ai dit à Lionel, quand j'ai réussi à le rejoindre, parce que c'est toujours long, j'ai dit à Lionel, tu sais, ce soir, tu vas dormir avec une marathonienne. Oh, le chanceux. Bon. Je te dis. Mais je te dis, c'est niaiseux, mais ça fait plus que 20 ans, puis on s'en souvient encore. Ouais. Fait que vous avez vraiment le droit. Le marathon, tout ça pour dire que votre course est une célébration. Ouais. C'est pas ça, c'est pas là qu'est la souffrance. Non, un peu. La consécration de... C'est la consécration de tous les efforts que vous avez faits. Et ça donne des ailes pour le reste des projets de votre vie que vous allez décider de faire. Ça donne de la confiance puis du gaz pour tellement longtemps après, tu sais. Donc, on avait bien des choses qu'on en a parlé hier. Comment on choisit notre marathon? Ça, c'est super important. Puis tu sais, au Québec, on a la chance, on a beaucoup de beaux événements. Oui. Ça se peut que vous choisissiez de faire un voyage pour aller faire votre premier marathon. Tu sais, c'est important de bien le choisir, mais aussi d'être conscient de qu'est-ce que ça implique. Oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre faire un marathon à 1 heure de chez vous, pour lequel vous allez dormir à la maison la veille, que de faire un marathon qui va vous nécessiter un vol d'avion, que vous allez avoir du décalage horaire, puis que vous ne serez pas chez vous, pas dans vos affaires. Oui. Les deux ont leur côté positif, leurs petits enjeux, puis c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui vous appelle plus, puis qu'est-ce qui vous correspond un peu mieux, là. Oui. Vous pouvez choisir de le faire aussi dans votre ville natale. Oui, s'il y en a. Qui peut être le fun, tu sais, s'il y en a un. Mais disons que vous êtes de Rimouski. Ouais. À Rimouski, je veux dire, il y a un très beau marathon. Ouais. Évidemment, il y a des marathons qui sont plus rapides que d'autres. Ça aussi, il faut qu'on parle de ça. Il n'y a pas juste la localisation. Il y en a qui sont un peu descendants, disons. On peut dire comme le Petit Train du Nord est un marathon un peu plus réputé rapide. Ouais. Puis il y a des marathons qui sont plus ludiques, comme le Big Five aux États-Unis où tu es tout le long. C'est ça le nom, hein? Le Big Sur. Le Big Sur où tu es tout le long de la côte. Bon, évidemment, ça monte, ça descend. Mais là, tu es vu sur la mer tout le long, tu sais, c'est paradisiaque. Et donc, tu veux peut-être un peu moins aller vite, mais c'est pas grave. Tu voudrais que ça dure toujours tellement que c'est beau, tu sais. Il faut... Vraiment, c'est important. C'est un sujet... tu l'amènes, le sujet, puis c'est un sujet super important. On prend pas ça à la légère, on y pense. Là, on est en fin d'année, on est en octobre, presque en octobre. Donc, les gens, ces temps-ci, moi, dans mon cercle d'amis, puis dans les gens que je suis, il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fait l'an prochain.
Là, on est en octobre, là, quand on enregistre, mais vous allez l'écouter un petit peu plus tard aussi, là. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand vous allez l'écouter, ça va être pas mal le temps de choisir parce que maintenant, les marathons, ça se remplit vite. Effectivement. Ouais. Ça a changé, ça. Dans mon jeune temps. On peut s'inscrire la veille. oui. Puis maintenant, des fois, en quelques heures, c'est parti. En 2-3 heures, c'est parti. Le petit train, c'est parti. Dans la journée. Oui, et puis Montréal était plein cette année. Ouais. Les gens cherchaient des dossards. Essayez pas de trouver un dossard, là, tu sais. Donc, préparez un peu ça d'avance. Oui, donc on fait le tour un petit peu là, des marathons qu'on a envie de faire. Puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de vérifier la date. Oui. Est-ce que ça va coïncider avec mon retour de vacances? Je pars 2 semaines avec la famille durant l'été. Très important. Puis là, je vais moins pouvoir m'entraîner. Oui. Puis je reviens, puis tout de suite, pouf, on est dans un marathon. Peut-être pas idéal. Oui. Est-ce que ça fit avec la rentrée scolaire? Puis c'est une période où on est un peu plus occupé, moins facile. Bref, tout ce qui a rapport avec le moment de l'année. Pensez aussi au moment de votre entraînement. Oui. On recule un programme marathon, ça va être entre 12 et 16 semaines, pour lesquelles il faut être dédié, puis il va y avoir beaucoup d'heures de consacrées à la course. Fait que c'est important aussi de réfléchir à ça. C'est entre 3 et 4 mois que vous devez regarder votre charge mentale aussi. Ouais. Récemment, j'ai eu une grosse charge mentale et j'étais inscrite à un marathon il y a 2 semaines et je voyais dans l'entraînement que c'était pas optimal, là, du tout. Mais il faut regarder, comme tu dis, la rentrée scolaire, c'est une grosse charge mentale. Donc, c'est un très bon... c'est une bonne chose à penser. Faites pas juste regarder la date du marathon, mais regardez aussi la date au niveau de la saisonnalité. Ouais. Parce que si vous choisissez un marathon qui est en avril, c'est pas le temps en janvier de trouver qu'il fait trop froid. Non, non, c'est vrai. Puis il y a 2 au Québec du moins, là, puis ailleurs dans le monde c'est différent, mais il y a 2 grosses périodes de marathon au Québec, puis c'est le printemps. Donc il va y avoir des courses là, de mi-avril jusqu'à fin mai. Oui. Puis après ça, il y a une autre période à l'automne. Ça va commencer environ là, à la mi-septembre. Oui. Fait que, les marathons, généralement, là, sont positionnés dans ces périodes-là. Fait que, c'est la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je veux faire un marathon au printemps ou à l'automne? Oui. Au printemps, le défi, c'est de s'entraîner durant l'hiver. Pour certains, ça ne sera pas un défi, puis ça va être vraiment une belle opportunité. Tant mieux. Un des défis, par contre, c'est que parfois... C'est un grand défi, hein? Oui. Mais parfois, le jour de la course, si on est au mois de mai, c'est les premières chaleurs. On est peut-être un petit peu moins acclimaté à la chaleur. Fait que ça, c'est vraiment important de le considérer. Il y a des petits trucs qu'on peut utiliser là, pour être un petit peu mieux acclimaté à la chaleur rendue à l'événement, mais quand même, c'est à considérer. Ça impacte énormément les gens. Là, quand, au mois de mai, là, les premières chaleurs, quand le marathon d'Ottawa là, arrive puis qu'il fait chaud, c'est pas facile. Je dirais que le marathon d'Ottawa, 1 année sur 2, la chaleur a un impact immense. Absolument. Et les gens se retrouvent sur le long des clôtures un petit peu en détresse. Là. Et un des trucs que moi, j'ai fait, c'est que dans les semaines avant ce marathon-là, quand il y avait de la chaleur, j'allais courir au plus chaud de la journée. Ouais. S'il faisait le plus chaud à 3 heures, je me disais, oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on va avoir un marathon chaud. Puis j'essayais de faire mes sorties quand il faisait très chaud. Parce qu'au niveau de la consommation de l'oxygène et tout, l'hémoglobine, tout ça, s'adapte avec la chaleur et on a besoin de faire ça. C'est pareil, Boston, c'est au mois d'avril. Tu l'as fait au mois d'avril, il peut faire 35 degrés à Boston, mais là, nous, on a couru tout l'hiver à moins 20. Ouais. Mais puis de toute façon, si on va chercher quelques acclimatations à la chaleur, puis que le jour de la course, il fait pas chaud, ces acclimatations-là vont nous servir de toute façon, puis vont être bénéfiques. Fait, il y a quand même un intérêt à ce côté-là. Oui. Puis, en fait, si on revient au marathon d'automne, là, c'est le contraire. C'est-à-dire que, règle générale, il va faire plus frais. C'est pas toujours le cas. Puis Montréal aussi fait souvent exception. Par contre, il va falloir s'être entraîné durant l'été. Puis là, il fait chaud durant l'été. Puis ça, on n'y échappe pas. Non. Puis là, peut-être que ça va être des stratégies un peu contraires auxquelles il va falloir penser. C'est-à-dire peut-être courir un peu plus tôt le matin quand c'est encore relativement frais. Puis s'il fait 22 le matin, là, puis que vous allez faire votre longue sortie, là, on parlait des acclimatations à la chaleur, c'est probablement plus chaud déjà que votre 17-18 degrés au mois d'avril où on essaie d'aller chercher la chaleur. Là, c'est le contraire. Fait
on va quand même aller chercher certaines adaptations à la chaleur. Puis si on est chanceux puis que notre événement, il fait entre 8 et 12, là, la fameuse fenêtre météo parfaite, Oui. bien là, toutes les acclimatations qu'on a eues durant l'été vont nous être bénéfiques pour notre course. Oui. Il y a eu des études qui ont sorti sur ça récemment. Courir à la très grande chaleur aide la performance. Ouais. Donc, c'est pas perdu. Non. Puis évidemment, c'est pas non plus d'y aller aveuglément puis de faire tout notre entraînement à la chaleur. Non, vraiment pas. C'est du dosage. Oui. Puis c'est aussi du dosage dans l'intensité. Oui. Fait qu'il faut adapter l'intensité. Là. Oui, c'est sûr et certain que si on fait tout à la chaleur, on va s'épuiser aussi. Oui. Mais effectivement, choisir vraiment les dates, choisir le lieu aussi. Il y a des endroits plus venteux. Si vous allez à certains endroits, si c'est votre premier marathon, puis vous êtes entraîné sur du plat, puis vous allez faire un marathon à Banff, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il est côteux, puis votre famille vient de là, bien, vous devez absolument regarder le parcours du marathon quand vous le choisissez et vous assurer que vous faites vos entraînements qui ressemblent à ça. Il y a des gens qui font le Petit Boston. Hein, tu en as déjà entendu parler. C'est une grosse gang qui se rejoint. Je ne sais pas si c'est dans l'ouest de Montréal. C'est à Rigaud. À Rigaud. Ils font exprès parce que Boston il est difficile et ça descend pendant 12 km. Et eux, ils s'en vont à Rigaud, puis ils font un parcours qui ressemble à Boston. Et grâce à ça, ils arrivent préparés. Mais c'est pareil pour vous. Si c'est votre premier marathon, j'ai trop vu de gens, moi. J'en ai vu là, des tonnes. Ben, à la quantité de marathons que j'ai fait. Puis j'aime ça observer. Moi, quand je fais un marathon, un de mes plaisirs, c'est de regarder autour de moi les coureurs, tu sais. Et donc, j'ai vu des gens, tu sais, ils arrivaient à une mini-côte, puis ils arrêtaient de marcher parce qu'ils s'étaient zéro entraînés dans des côtes. Et là, ils avaient choisi un marathon avec des côtes. Donc, regardez ça aussi. Donc, la saisonnalité. Le parcours. L'endroit. Les conditions, est-ce que c'est un endroit très venteux? Et j'ai pas couru du tout dans le vent. Rimouski, là. Rimouski, c'est pas compliqué. 100%. Une journée où ça va être bon, c'est parce qu'il va venter moyennement. Il peut pas venter. Là, donc, vraiment, considérez-le. Parce que sinon, vous allez chialer tout le long. Ben oui. Vous allez trouver que c'est pas plaisant, puis on veut pas ça. On en a parlé au début. C'est une consécration, c'est une célébration. Et toutes vos décisions que vous allez prendre avant de choisir votre marathon et tout ce que vous allez faire pendant l'entraînement va faire que ce moment-là va être extraordinairement le fun plutôt que extraordinairement souffrant. C'est juste de la gestion des attentes. T'sais. Il va pas moins vanter si vous le savez. C'est juste que vous allez arriver, puis vous allez le savoir, puis vous allez être prêt à ça. T'sais. Oui, c'est ça. Vous allez être comme un combattant, vous allez être prêt. Vous allez le savoir. C'est ça. C'est ça. Le mot, c'est let's go. Mais let's go pas trop vite. Hein? Ça, Oui, ben là, ça, c'est une autre chose. Là. En fait, premier marathon, on peut en parler maintenant. Je pense que c'est important. J'aime souvent le présenter comme d'avoir plusieurs objectifs. Fait que ça peut être d'avoir un objectif A, un objectif B, puis un objectif C. Et là, dans un premier marathon, l'objectif peut pas être le A. Ben, ou du moins, ça dépend c'est quoi le A. C'est juste que c'est important de ne pas associer, pour un premier marathon, je trouve, de ne pas associer un temps à cet objectif-là. C'est ça. Quand c'est notre 10e marathon, ben peut-être qu'on peut avoir un objectif de temps super ambitieux, puis dire ça, c'est mon objectif. C'est mon objectif le plus important. Puis après ça, ben, j'aurai un autre objectif et ainsi de suite. Pour un premier marathon, mais je pense que juste de dire, mettons, je veux le compléter dans le sourire, ben, ça peut être notre objectif principal. Puis après ça, ben, d'associer un petit peu d'autres aspects. Là. Je peux le compléter en regardant une pulsation cardiaque qui est relaxe où je pourrais parler tout le long. Ben ça peut être une bonne façon. Ça, c'est... Mais le temps, effectivement, on ne peut pas être trop ambitieux. Non. Ça fait juste qu'on a des risques de terminer vraiment une longue portion à la marche à la fin. Puis il n'y a pas de souci de marcher à la fin. Là. La médaille, vous allez l'avoir là, si vous marchez. Si vous marchez puis vous mangez vos petits gels, vous allez avoir la médaille aussi. Là. Ça c'est pas de souci. Mais le premier marathon, moi, je m'étais mis un temps, mais ça ressemblait un petit peu au temps de mes longues distances. Donc, c'était pas trop ambitieux. On peut le prendre aussi comme étant une extra longue distance. Oui. Donc, vous faites vos longues distances à 6,45 du kilomètre, puis vous allez le faire, celui-là, à 6,45, puis vous allez le finir dans la beauté.
Puis au deuxième, vous pourrez regarder au troisième et éventuellement. Ouais. Et vous pouvez tous les faire sans montre aussi. Ben oui. Vous pouvez vous entraîner avec votre montre, puis après ça, le jour de la course, ou peut-être de l'avoir pour les statistiques, mais de pas trop la consulter aussi. Tu sais. Oui, exactement. Puis je dis souvent aussi que ce qui aide le plus à faire un marathon, c'est d'avoir déjà fait un marathon. Ouais. Fait que tout ça pour dire que ça vient aussi avec l'expérience, puis avec notre deuxième, on le verra pas de la même façon, on va arriver un peu plus près, et ainsi de suite. Donc, c'est important justement là, de relativiser là, pour le premier. Mais moi, le deuxième, j'ai fait des gaffes, parce que j'avais tellement bien réussi le premier que le deuxième, je suis partie en me disant « je sais tout ». Ouais. J'en ai parlé c'est un peu ça qui est arrivé. Ah oui, toi aussi? Ouais. J'en ai parlé dans le livre mon livre qui a été un marathon à écrire. et je me suis dit, je sais tout. Et je te dis qu'au 30e kilomètre, je suis passée devant Lionel, j'ai dit, c'est dur. J'étais partie ben trop vite. Et ça n'avait aucun bon sens. Mais que veux-tu? Mais ce qui est le fun avec les marathons, c'est pas comme la vie, tu sais. Dans la vie, des fois, tu fais une année, tu fais « Ah, si j'avais à refaire cette année-là, je la travaillerais comme ça, comme ça, comme ça. » Dans un marathon, tu te dis « Ah, je vais faire un marathon, tiens, je vais corriger cet aspect-là, cet aspect-là. » Je trouve que ça, c'est motivant. Moi, j'aime beaucoup le peaufiner un projet. Donc, c'est pour ça que j'ai fait autant de marathons. C'est qu'à chaque fois, j'essaie de faire un petit peu mieux. Évidemment, ça marche pas tout le temps. On continue à faire des petites gaffes. Ben oui. Mais le deuxième, écoute, j'étais partie comme une fusée. Là. Moi, j'étais à Berlin. Là. Je considérais que j'étais maintenant... écoute, j'avais tout compris, tout croche. À peu près tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, je l'avais compris tout croche. À part une chose, je crois, j'avais vraiment compris qu'il faut que tu choisisses un marathon qui est motivant pour l'entraînement. Fait que un événement qui faisait que je me disais, il va falloir que je m'entraîne comme il faut. Fait que j'étais bien entraînée, mais je pensais que j'étais plus forte que... Le premier avait été trop bien. Et donc, le premier, j'avais réussi exceptionnellement pour un premier. Et le deuxième, je m'étais dit, oh, finalement, c'est pas si dur que ça. Ouais, c'est ça. Et toi, comment ça s'était passé, toi? En fait, c'est surtout que le premier avait été correct. Ça avait été... je pense qu'avec l'entraînement que j'avais à ce moment-là, c'était ce que j'avais à offrir, puis j'étais satisfait de ça. C'est surtout que le deuxième, j'avais l'impression que j'étais arrivé un peu plus préparé, que j'avais mieux fait mon entraînement et ainsi de suite. Puis ça a été un marathon très, très, très différent dans la gestion de la course. Mais au final, je suis arrivé puis j'ai fait exactement le même temps. Ah oui? Je pense, de mémoire, c'est comme 7 secondes d'écart entre les deux. Fait que vraiment, vraiment le même temps. Ça avait été deux expériences très, très, très différentes l'une et l'autre, mais je m'attendais vraiment à... Au début, quand on fait des marathons, le premier, puis après ça, le deuxième... On pense qu'on va couper. Puis des fois, ça arrive aussi là, qu'on coupe vraiment beaucoup de minutes. Là, ça n'a pas été le cas cette journée-là. Pas que je n'étais pas déçu, là, parce que c'est rare qu'une course me déçoit, là, mais c'est juste dans les attentes, c'était pas ce que je pensais. Là. Oui. Moi, on n'avait pas de montre GPS dans ce temps-là. Je ne regardais pas le GPS. Fait que je pars le premier kilomètre. Puis, j'avais quand même un chrono. Fait qu'on passe à la pancarte 1 kilomètre. Je regarde, OK, j'étais quand même j'avais assez lu pour comprendre que j'étais en train de faire une gaffe, tu sais. Mais ça allait tellement bien. J'avais l'impression de voler. C'est ça le feeling d'un deuxième marathon quand tu t'énerves, là. En fait, n'importe quel marathon, quand tu t'énerves au début puis tu as l'impression de voler, c'est pas si bon signe que ça. C'est ça. Tu es en train d'en faire trop. Ça, c'est sûr et certain. Pensez-y, puis un demi, c'est pareil en passant. Si ton feeling, c'est « Hey, je vole », puis il est fort, le feeling, fais attention parce que quand tu vas te planter, ça va faire mal. Oui, puis ça arrive tard, là. Fait que, tu sais, puis le dommage est déjà fait quand ça arrive, là. Ah, c'est irrécupérable. L'erreur est irrécupérable. Il n'y a rien à faire. Toutes les secondes que vous pensez que vous gagnez en début de course parce que vous allez un petit peu plus vite, là, puis vous vous dites, je les gagne maintenant pour la fin, là, en fait, vous êtes en train de les perdre en double, là, littéralement. Là. Littéralement en double. Sur votre premier demi, là, si vous faites 2-3 minutes trop vite que ce que vous auriez dû, là, c'est 5, 7, 8, 10 minutes que vous allez perdre à la fin, garantie. Là. Oui, écoute, mon premier demi, j'étais parti. Ce marathon-là, le premier demi,
Quand j'ai regardé, j'étais partie pour 3h30. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça va faire mal. Puis ça a définitivement fait mal. J'ai fini quand même quelques minutes plus vite que le premier, mais ça a fait très, 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 très mal. Ouais. J'oublierai jamais. Et la veille, par exemple, on avait fait quelque chose de bien. Ouais. On avait loué, parce qu'on était à Berlin. Ouais. Et là, le problème, quand vous êtes dans une ville comme ça, un bel endroit comme ça, puis que vous arrivez, vous êtes tellement énervé, vous voulez visiter la ville. Ouais. Faut pas faire ça. Faut pas être debout toute la journée. Non, non. Ça, c'est un gros souci, ça. Il faut pas. Et donc, on avait loué, la veille, on avait loué des vélos. Des vélos de ville, là. Tu sais, avec des poignées comme ça. Et là, à chaque fois qu'on voyait quelque chose de beau puis d'intéressant, on était 7. Imagine-toi à 7, là, Ouais. à Berlin. À chaque fois, quelque chose d'intéressant, c'était aux 200 mètres. Arrêté, ouais. C'était aux 200 mètres. Là, on arrêtait, on rentrait. Finalement, nos jambes ont été... Ça nous a aidé exceptionnellement le lendemain. Mm-hmm. Parce que j'ai fait des gaffes aussi. J'ai fait des courses où la veille, j'ai marché toute la journée en me disant, c'est pas si pire, c'est juste de la marche. Ah non, ça hypothèque quand même. Tu sais, le soir, quand on se couche dans le lit, puis on sent les jambes, là, oui. C'est sûr que ça ne regarde pas très bien pour le lendemain. Là. Je dirais que la veille d'un marathon, là, le moins possible. 3 heures maximum debout à se promener partout. Vous allez à l'expo, vous ramassez vos choses. Allez prendre un café là, un thé là, n'importe quoi, mais essayez d'être assis un petit peu, là, tu sais. Oui, vraiment, vraiment. Parce que l'enthousiasme, vous allez payer demain. Oui. Ça, c'est une des choses. Puis, tu en as parlé, Berlin. Moi, j'ai juste fait un gros marathon, puis le reste, c'est des petits dans le coin. Mais qu'est-ce que tu dirais là, qui est le défi, qui sont les défis, en fait, là, de choisir de s'expatrier pour un marathon? Je pense que le décalage horaire, ça peut être quand même un enjeu. Le décalage, c'est un grand défi pour bien des gens. Ouais. Pas tellement pour moi. OK. Donc, ça, je suis assez chanceuse là-dessus. Mais quand je vais en Europe, de toute façon, j'y vais de nuit, tu sais. Le lendemain, j'essaie de... Si on va en Europe, le lendemain matin, quand on arrive en Europe à 10 h le matin ou à 8 h le matin, je dors pas de la journée, fait que la nuit, après, est très, très bonne. C'est sûr qu'en Asie, ça a été plus difficile. Il a fallu qu'on arrive quelques jours avant, quand j'ai fait Tokyo. Mais c'est un bon défi, ça, quand même, pour des gens. Je dirais... Vous ne pouvez pas arriver 2 jours d'avance. Là. Arrivez au moins... Bon, si c'est un décalage de 3 heures, vous pouvez arriver 2 jours d'avance, mais un décalage de 6 heures, 7 heures, arrivez 4 jours avant. Puis un décalage de 8, 10, 12 heures, là, arrivez 6 jours avant. Oui. Okay. Vraiment. OK. Fait que ça aussi, quand même, c'est à considérer parce que, tu sais, il y en a qui vont vouloir aussi maximiser les vacances, tu sais, puis... Ça, c'est une autre chose, ça. Oui, puis ça, je trouve ça embêtant, tu sais, t'arrives dans une belle ville, puis là, tu dis, j'ai mon marathon dans 3 jours, je veux visiter, mais je veux aussi performer à mon marathon, mais là, ça devient un peu mettons, c'est embêtant. Une ville gastronomique, comme Lyon. Bon, là, on veut aller dans les bons petits restos. C'est quoi le nom des restos à Lyon, donc? Ah non, il y a un nom spécifique. Et là, un petit peu de bon vin, évidemment. Tu sais, quand on a fait le marathon du Médoc... Le vin, ça fait partie de la préparation, là, c'est correct. Oui, celui-là. Mais tu sais, on avait été faire le marathon de Lisbonne. Bon, mais Lisbonne, évidemment, le Porto, tu sais. Bon, on a visité Porto après le marathon de Lisbonne parce qu'évidemment, tu ne vas pas visiter Porto la veille, là. Donc, il faut que tu considères ton voyage, puis il faut que tu penses à la personne qui t'accompagne. La personne qui t'accompagne, là, elle n'a peut-être pas le goût, elle, de manquer... D'être dans l'hôtel toute la journée. Là, oui, puis elle n'a peut-être pas le goût aussi d'être à Porto puis de ne pas pouvoir goûter les bons breuvages locaux. Parce que toi, les jours avant le marathon, tu ne veux pas trop toucher à l'alcool. Donc, il faut regarder tout ça dans son ensemble et en faire une belle expérience. Mais ça vaut vraiment la peine parce que ça donne beaucoup, beaucoup d'impact à la motivation si votre marathon vous parle beaucoup. Si vous allez dans votre famille, disons que votre famille est rendue à... Vous êtes de Vancouver, vous vivez maintenant à Montréal, vous allez faire le marathon de Vancouver, qui est un marathon extraordinaire. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'en ai fait un sur l'île de Victoria. Mais, et là, c'est votre motivation, c'est d'aller là-bas pour ça. Eh bien, ça va vous donner beaucoup ça va vous aider à sortir les journées que c'est pas beau dehors. Les journées que ça vous tente pas. Parce que c'est pas vrai qu'un entraînement marathon, ça va vous tenter à tous les jours. Non. Parce que c'est beaucoup de kilomètres. Oui, beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures, c'est justement. Surtout le dimanche, le jour de votre longue, parce que vous pouvez décaler, là.
Puis qu'est-ce qu'on fait, Frédéric, dans une semaine, là, si on n'a pas pu faire notre longue parce que ce matin-là, on pouvait faire juste... on avait le temps de faire juste 25, puis on avait 28 à faire. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine-là? Ben, en fait... Est-ce qu'on fait ça comme ça? Dans le fond, pendant une semaine, c'est un rituel matin et soir. C'est de l'autoflagellation. Ah, OK, c'est comme ça qu'on fait ça? Oui, le matin, c'est avec un bâton. Le soir, c'est différent. Là. Vous allez... Non. Évidemment, c'est une farce. Je pense que juste de prendre un pas de recul, de zoomer puis de voir la vue d'ensemble, ça va être plus important à ce moment-là. L'ensemble du travail. Oui, parce que là, vous regardez une seule sortie, là, puis vous vous dites, OK, il me manque 3 km. Là, mais mettons qu'on va mettre ça pire, là, il manque 10 km. Oui. Vous avez fait 20 au lieu de 30. Là. Ah oui, là, l'anxiété. Oui, fait que là, vous avez le tiers de votre course qui est pas complété. Mais là, on recule, OK? Bon, mais dans votre semaine, le 10 km, ça représente, peu importe combien vous courez. Là, mais mettons, vous avez 80 km dans votre semaine, vous en avez 10 qui manquent. Ah, ben déjà, c'est plus le tiers. C'est déjà pas mal moins. Puis là, vous reculez dans votre mois, puis ben là, c'est pas grand-chose finalement. Puis là, vous reculez dans tout votre entraînement marathon de 16 semaines. Ben là, c'est même pas 1 kilomètre en moyenne par semaine là, qui vous manque. Là, c'est ça. Donc, ça n'a pas d'impact. Mais non, une fois, ça n'a pas d'impact. 2 fois, 3 fois, peut-être pas tant que ça. Évidemment, c'est sûr que si à toutes les fins de semaine, il vous manque un 10 km à votre longue pour X, Y raison, c'est sûr que c'est pas optimal. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est juste que tout le stress que vous vous infligez pour les choses que vous n'aurez pas eu le temps de faire ou que vous vouliez faire, c'est pas productif. Oui. Là. Exactement. Puis ça, c'est super intéressant parce que tu apportes ça, parce que l'anxiété que les gens se mettent, ils font deux gaffes avec ça. Okay? Il manque... OK, vous avez un 30 à faire, vous faites 20 parce que le petit est malade, puis il faut aller à l'hôpital. Oui, vous avez mal dormi, vous êtes malade, peu importe. Whatever. Là, vous arrivez, puis vous pensez à ça toute la semaine. Cette anxiété-là est non productive. Elle va vous fatiguer. Elle va vous empêcher de bien dormir, de bien récupérer. Donc, elle est dommageable. Mais là, ce que vous pouvez faire d'encore pire que ça, c'est d'essayer de vous rattraper. Ah, ben oui. Ça, on fait jamais ça. On rattrape pas un entraînement. L'entraînement, là, c'est comme une journée de soleil. Elle est passée. Je peux pas la revivre. Non. Et donc, il faut juste continuer de la bonne façon. Puis, tu as dit quelque chose l'autre fois, puis même Martine, ce matin, l'a répété, parce que j'étais avec des amis à courir ce matin, et elle a dit, puis je pense que cette phrase-là que tu as dit, elle était dans la tête des 7 avec qui je courais ce matin. Tu as dit, il faut toujours repenser à l'objectif. C'est quoi ta phrase? Donc, tu sais, il faut repenser. Quand tu fais un entraînement, puis tu es prêt de le faire à 100% comme ce qui est écrit, il faut que tu repenses à l'idée derrière cet entraînement-là. Oui. C'est quoi la phrase exactement? Là, je ne pourrais pas... Je ne sais pas on va demander à Martine. C'est quoi l'intention là, de l'entraînement cette journée-là? Là. Mais c'est ça. Ouais. En fait, Véronique, ce matin, a dit, « Ben oui, mais là, Josée, parce que j'ai raconté ce que j'ai fait avant-hier comme entraînement, puis je lui disais comment je l'avais adapté, parce que je suis fatiguée ces temps-ci, puis elle me disait, ben tu sais, Frédéric, il dit, il faut laisser l'intention de l'entraînement qui est important. Ouais. Et fait que ce que j'ai fait, j'avais un entraînement à faire qui était extrêmement difficile pour le niveau où je suis actuellement, et j'ai coupé 15 secondes du kilomètre. Ouais. Tous les intervalles, je me suis mis un beau 15 secondes de plus lent et j'ai réussi à faire tout l'entraînement. Puis de respecter la cote d'effort qui était prévue probablement aussi. La cote d'effort, oui, parce que moi, je n'étais pas en mesure de donner l'effort que c'est ça. Ouais. C'est ça. Exact. Ça, c'est super intéressant. La cote d'effort, c'était, mettons, un 7. C'est ça qui était. Et donc, pour moi, si j'avais fait plus que ça n'aurait pas été un 7. Et ma montre, par contre, à la fin, parce que je l'avais programmée dans ma montre, et juste, je veux dire ça, là, c'est important, ma montre, ensuite, elle m'a dit que j'avais réussi 24 % d'entraînement. Et qui avait raison? Ça s'appelait le taux de complétion, quelque chose comme ça. Et qui avait raison entre elle et moi? Moi. Ben oui. C'est moi qui avais raison. Ne suivez... Elle, là, elle est là pour vous aider. Elle n'est pas là pour vous nuire. Non, c'est ça. Elle est là pour vous donner des indications que vous... dans votre liberté de penser et dans votre confiance en vous-même, vous allez interpréter. Vous n'êtes pas l'esclave de votre montre dans un entraînement de marathon ou de demi ou de n'importe quoi. Ah, ben oui, ça s'applique à tout votre entraînement, peu importe. Là. Exactement. Donc, c'est super intéressant, ça, parce que nous, dans le cadre de notre travail, on a souvent des gens qui viennent nous voir avec de l'anxiété avant la course. Et ça ressort souvent. Donc...
Puis je pense qu'on y arrive un petit peu, là, on a effleuré le sujet. Comment choisir son programme d'entraînement? Oui. Puis pour un premier marathon, ben, ce ne sera pas nécessairement la même chose que pour votre 18e marathon ou si vous tentez de vous qualifier pour Boston. Ou, exactement. Je pense que votre objectif va varier au fil des saisons puis des années. Puis ben, vous pouvez choisir. Ben, premièrement, est-ce que ça se fait se préparer un marathon sans programme? Oui. Il y en a qui le font. Si quelqu'un le fait, il y a 3-4 principes de base, disons. Oui, c'est ça. Donc, une longue chaque fin de semaine, 2 entraînements de vitesse la semaine, avec des entraînements de vitesse. Mais si vous faites moi, je serais capable de m'entraîner pour un marathon sans programme parce qu'à la quantité... Oui, mais c'est pas sans programme parce qu'au final, tu te ferais un programme. Oui, au final... Oui. Mais décider 3 semaines avant d'aller faire un marathon, non. Et voilà. Et puis décider qu'une semaine, je fais 20, la semaine d'après, je fais 80, l'autre semaine d'après, je fais juste 10, la semaine d'après, je fais 100 parce que la semaine d'avant, j'ai fait juste 10. Oubliez ça. Comme c'est la même façon, on ne peut pas construire une voiture n'importe comment, on ne peut pas construire un marathon n'importe comment. C'est ça. Fait que là, on va prendre pour acquis là, que vous avez une certaine structure. Bon, mais cette structure-là va venir de où? Évidemment, elle peut venir de vous si vous avez les ressources nécessaires. Mettons, vous avez lu une tonne de livres puis que vous avez fait des petits cours de coaching, etc. Oui, mais là, on va prendre pour acquis que non, puis que là, vous devez vous trouver un peu votre méthode. Oui. Ça peut venir d'un programme d'entraînement dans un livre. Donc, un programme qu'on va dire un peu plus générique, donc qui s'applique à une situation particulière, mais pas à un individu en particulier. Puis, ben, après ça, il peut y avoir un programme un petit peu plus personnalisé là, d'un entraîneur. Là. Oui. L'entraînement personnalisé a des grands avantages. Le générique en a aussi. Ben oui. Si c'est votre premier marathon, dans les livres, là, ce qui est écrit dans les livres là, de course à pied, c'est toujours des bons programmes. Là. J'en ai fait quelques-uns, là, des marathons où j'ai pris ça dans un livre. Là. Ouais. C'est toujours des bons programmes. Puis pour votre premier, vous n'avez pas besoin d'aller voir un entraîneur spécialisé qui va vous qui va vous facturer je ne sais pas combien, puis qui va évaluer votre VO2 max, puis tout le kit. Non. Faites un programme comme ça, puis faites que ce soit... Faites-le avec discipline. C'est ça qui est plus important. Discipline, puis aussi avec... faites pas juste regarder le programme, lisez aussi les pages qui vont avec. Puis je m'explique, en fait, c'est des bons programmes. L'enjeu, là, c'est comment vous allez l'adapter à votre réalité. Oui. Puis toutes les clés sont dans les livres généralement. Ils vont vous dire qu'est-ce qui arrive quand vous êtes malade. Mais évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt, on ne va pas essayer de rattraper dans la semaine suivante et tout. Fait que il faut quand même l'interpréter. Il ne faut pas que ça devienne non plus trop rigide puis dire bon, mais j'ai ça à faire, je le fais coûte que coûte. T'sais. Fait que de bien choisir son programme, mais aussi de bien l'adapter à votre réalité, là, je dirais. Là. Oui. Puis quand vous faites le programme, le jour de la course, vous allez vous dire j'ai confiance, j'ai été discipliné, je l'ai fait le programme, quel qu'il soit. Ouais. J'ai choisi un programme. Ne mélangez pas 2 programmes. Ne faites pas ça. Vous allez... actuellement, là, moi, là, je le sais, là, je vais changer de programme prochainement. J'embarque avec le programme de mes amis à 100%. Et... parce que je regardais, puis les 2 programmes étaient pas mal différents. Et puis, je me dis, tiens, ça va être parfait, là, parce que j'en ai un dans 2 mois et demi, un marathon. Et puis, c'est ça. Mais mélangez pas 2 programmes et puis soyez disciplinés, faites-le, votre programme. T'sais. Adaptez-le, mais tombez pas dans les excuses non plus, parce que le jour de la course, vous n'aurez pas confiance. Vous n'aurez pas... il y a des pancartes, le fun, quand on fait un marathon, c'est « trust the process », je ne sais pas trop. Là. Et puis c'est vrai, quand tu arrives le matin, tu te dis « j'ai confiance en moi, je le sais que j'ai fait la job ». Puis psychologiquement aussi, les journées qui ne fait pas beau, sortez. Parce que le jour du marathon, il ne fera peut-être pas beau. Ah, ben oui. Et si vous avez passé à travers un moins 20, comme moi, je l'ai fait 100 fois dans ma vie, là, de la slotch, j'ai déjà fait avec Diana, et on avait de la slotch là, pendant 30 kilomètres. Écoutez, là, vous n'êtes plus capable à la fin. Là, vous avez mal aux hanches parce que cette slotch-là, tu sais, ben le jour de la course, je me sentais comme un warrior. Là, je veux dire. Il y a toujours 1 ou 2 sorties longues dans un programme d'entraînement là, qui sont là pour un peu construire la confiance, je trouve. Là. Ils sont terribles. Oui, puis souvent, quand on arrive
à notre événement, ben, on va se souvenir de ces une ou deux grosses sorties-là, puis de se dire, ah oui, je me souviens, celle-là, je me sentais tellement bien, ou ça avait été un gros défi, il faisait pas beau, il pleuvait, mais on l'a réussi quand même, et ainsi de suite. Fait que, rattachez-vous aussi à ces feelings-là. Là. Puis à la fin de votre marathon, vous allez vous rattacher à ça. Mm-hmm. Au 38e, au 39e, vous allez dire, moi, j'ai passé à travers cet hiver, là. Ouais. C'est pas aujourd'hui que je vais abandonner, tu sais. À la fin d'un marathon, souvent, les gens vont vous dire, les spectateurs vont vous dire, lâche pas, tu sais. Ouais. Puis moi, ce que je leur dis, j'ai pas fait tout ça pour lâcher. Non, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est une construction dans ma tête, là. C'est comme si j'avais monté des briques et maintenant, j'ai une maison forte. Mm-hmm. Tous les entraînements que j'ai faits, c'est la maison forte pour être capable de célébrer sur la terrasse de la maison forte. Puis le marathon, c'est célébrer sur la terrasse de la maison forte. Ouais. Et les gens disent, abandonnez pas. Ah, écoute, il me reste 2 kilomètres. Il n'y en est pas question. Oui. Puis souvent, justement, dans la fin d'un marathon, où j'aime ça me rattacher à quelque chose de connu. Oui. Je vais regarder, puis là, je vais voir, mettons, il reste 17 minutes. Oui. Donc, je suis comme, OK, 17 minutes, ça ressemble à un effort sur un... Peu importe, là, mettons, pour moi, ça ressemble à mon effort 5 km. OK, je me rattache à ça. Là. Ça, c'est un effort que j'ai fait souvent, que je connais. Puis la durée, pour moi, c'est plus la durée entière du marathon. Je le rattache à la durée de quelque chose de connu qui est beaucoup plus court. Après ça, quand il reste 10 minutes, je suis comme, OK, des 10 minutes, là, des intervalles de 10 minutes, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Je le sais c'est quoi, tu sais. Capable. Ouais, 5 minutes. OK, je sais qu'est-ce que ça représente, 5 minutes. Fait que, là, tantôt, on parlait de zoomer puis de voir une vue d'ensemble. Bien là, de le rapprocher. On zoom in. Ouais. Ouais. Tantôt, tu parlais du zoom out quand on regarde tout l'entraînement. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis là, dans l'immédiat, là, il m'en reste pour 15 minutes. Là. 15 minutes, c'est rien. Tu sais, dans le fond, je pense à ça. Là. Un marathon, c'est comme un voyage dans le temps. Ouais. Parce que t'arrêtes pas de voyager. Tu es en train de courir, tu es en train de faire ta course, tout d'un coup, tu te retrouves 1 mois et demi avant, quand il y avait de la pluie, puis qu'il faisait froid. C'est comme un voyage, puis là, tu reviens dans le moment présent, tu repars par en arrière. Ouais. Après ça, moi, je suis souvent en train de partir par en avant dans un marathon. C'est-à-dire, puis là, tu viens d'en parler, il reste juste 5 minutes. Ce 5 minutes-là, mais moi, je vais souvent penser, ce soir, j'ai réservé un bon resto. Ouais. Ça, c'est mon voyage par en avant. Moi, je suis très, très, très gourmande et une chance que je cours beaucoup. Puis, je réserve toujours un super de bon resto après, là. Mon amie, une de mes amies, Mélanie, puis Julie, sont ultra gourmandes. Eux autres, ils vont même sur Google, dans la ville où on s'en va, puis ils choisissent vraiment précautionneusement le restaurant du soir du marathon. C'est très important. Réservé d'avance. Ils ont regardé le menu d'avance. C'est une grosse célébration. Fait que je suis toujours en train de penser à ça. La dernière fois à Boston... où est-ce qu'on avait été, là? Écoute, je me souviens encore comment les gens étaient gentils dans le restaurant, la belle table qu'on avait, parce qu'ils avaient appelé vraiment beaucoup d'avance, qu'on avait une belle place. Fait que oui, c'est comme un voyage dans le temps, finalement. C'est fou, hein? C'est vraiment... Puis vous oublierez jamais cette expérience-là. Ça, c'est sûr et certain, là. Je pense que j'ai fait perdre ton fil, je pense. Non, on avait couvert... on avait parlé des programmes. Ça, je pense que ça oriente bien les gens. Puis quand vous en aurez fait plusieurs, là, si vous avez envie là, de tester une approche différente, là, ce sera peut-être le temps, justement, de consulter un entraîneur puis d'avoir un programme un peu plus personnalisé. Parce que là, à ce moment-là, c'est là où ça devient pertinent, c'est dans les ajustements, tu sais. Oui. Si vous prévoyez une semaine de vacances, là, au lieu d'avoir le programme dans le livre puis de dire, là, c'est la pire semaine de l'entraînement, puis je suis en vacances en plus cette semaine-là, ça marche pas. Mais là, c'est à ce moment-là qu'un programme personnalisé va vous permettre de mieux vous ajuster. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Vous voulez commencer tout de suite votre entraînement mais vous avez 20 semaines avant le marathon. Il va vous faire un 20 semaines. Il ne vous fera pas un 16 semaines. Il va vous faire un 20 semaines. Puis dans ce 20 semaines-là, il va vous mettre même quelques semaines plus relax. Il va avoir le temps. Fait que ça va... Au niveau psychologique, ça aide beaucoup aussi. Fait que oui, il y a des avantages à avoir un entraîneur. Puis on peut lui dire aussi, bien écoute, mon dernier marathon, j'ai eu de la difficulté à partir du 32e beaucoup. Il va ajuster aussi, il va retravailler certaines choses avec vous. Il va s'adapter. Il va s'adapter aussi à l'âge que vous avez un petit peu. Il ne fera pas faire le même programme à quelqu'un de 25 ans qu'à quelqu'un de 65. Il ne fera pas la même chose avec une maman qui a un petit bébé d'1 an.
il va l'adapter. Là. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est un bon investissement. Ouais. Et puis, ça vaut la peine de regarder cet aspect-là. Là. Oui, vraiment. Puis je pense qu'un des derniers points, j'aimerais qu'on parle avant de conclure, c'est un peu tout le reste, c'est-à-dire de tester votre environnement de course, c'est-à-dire, mais de ne pas oublier de tester vos vêtements que vous allez utiliser pour la course, vos chaussures, votre plan de nutrition, tu sais, tout faire une répétition générale, tu sais. Puis il y a certains événements de course au Québec, il y en a de plus en plus, des 30 km qui peuvent servir de répétition, justement. Oui, il faut qu'il y en ait plus, mais c'est le fun. Oui, des 30, c'est le fun. Oui, fait que ça, c'est parfait. Ça vous permet de pratiquer votre routine d'avant-course. Généralement, le départ va être grosso modo à la même heure que le départ de votre marathon. Fait que ça vous permet de tester votre déjeuner d'avant-course, votre routine de OK, ben moi, je suis pas habitué de me lever à 4 heures pour déjeuner 3 heures avant ma course, et ainsi de suite. Fait que ça vous permet de tester tout ça sans le stress de c'est mon marathon, c'est la grosse journée, et ainsi de suite. Fait que d'avoir au moins une répétition générale là, avant votre événement, je dirais que c'est assez primordial. Là. Oui. Si vous courez toujours le soir, votre marathon est à 7h30 le matin. Ben oui, c'est important d'avoir couru le matin. Oui, c'est important d'avoir couru le matin. Tu sais, il y a des marathons de soir maintenant. L'autre fois, j'en avais vu un. Puis je me suis dit, ah mon Dieu, je ne serais pas capable de le faire, moi, parce que je ne cours jamais de soir. Il faudrait que je me pratique. Et puis là aussi, il faut parler de la pratique de la nutrition, comme tu as dit. Il faut parler de choisir vos bons vêtements, choisir vos beaux souliers. Ouais. Qu'est-ce que vous faites si 3 semaines avant, le chien a mangé vos souliers? Bien, rachetez le même modèle. Oui, c'est ça. Parce que c'est arrivé. Moi, on en a vu des clients, les souliers dans les mains, le chien avait tout mangé. Pas le minou, par exemple, mais... donc, mais tu sais, ça, c'est des... Parce que le marathon, c'est comme la vie. Ça, je le dis tout le temps. C'est pareil. Il va arriver plein de folies. Il va arriver plein d'affaires qui... Vous allez faire, ben là, voyons donc. Puis il ne faut pas chialer, il faut juste se dire que, ben, faut trouver une solution. Dans le fond, c'est comme la vie. Quand il arrive un petit problème, un petit chaos, ben, on ne laisse pas le chaos s'installer dans notre vie. Hein? On fait juste trouver une solution, puis on continue à avancer. Donc, qu'il arrive n'importe quoi, vous devez absolument trouver une petite solution. On oublie notre montre. Ben, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, l'autre fois, j'avais une spectatrice. J'avais oublié ma montre. C'est lequel, les marathons, donc? En tout cas, je l'avais oublié. Puis, j'avais une amie qui ne le faisait pas. Elle était spectatrice avec nous. Ouais. J'ai pris sa montre. Puis, sa montre était tellement programmée bizarrement qu'elle sonnait à tous les 100 mètres. Oui, c'était Barcelone. Pendant 21 kilomètres. C'est le demi de Barcelone. C'est un demi de Barcelone. Elle l'a fait pendant 21 kilomètres à toutes les 100 mètres. Puis là, je me disais... C'est l'autoflagellation, là, c'est le supplice de la goutte. Il arrive toujours quelque chose et c'est normal et on sourit de ça. On met de l'humour là-dedans. Mais s'il vous plaît, devenez pas lourd avec les gens. Et là, je fais un message important, OK, Fred? Là, je fais un message important aux gens. C'est pas toi que je regarde les gens, OK? Je me sens pas concerné de toute façon. Non, je sais que tu ne fais pas ça. Ne devenez pas lourd pour votre entourage, s'il vous plaît. Votre anxiété, là, gardez-la. Vous n'avez pas besoin de la partager à 100% pendant les 6 jours avant le voyage. La personne qui est avec vous, elle mérite d'avoir un beau voyage. Elle mérite d'avoir du fun. Si vous avez un petit pépin comme la montre, moi, je suis revenue en riant de ça, tu sais. Puis surtout que, tu sais, des fois, on est niaiseux, puis moi, je suis capable de l'être assez solidement quand ça me tente, là. Je veux dire, la veille, on avait trop de fun. J'ai pas regardé la montre pour voir si c'était bien programmé. C'est moi, la veille, qui aurais dû regarder la montre. Sérieux, là, c'était moi, là, tu sais. Le lendemain, quand elle s'est mise à faire dit à toutes les 100 mètres, je la regardais, je disais, pourquoi qu'hier, j'ai pas pris 5 minutes pour la regarder puis la programmer? C'était de ma faute, mais j'aurais pu chialer. Puis après la course, ben j'ai ri de ça avec mes amis. On a ri de ça. J'ai pas voulu me plaindre, tu sais. J'ai déjà vu, moi, des gens, là, tellement furieux d'une course qu'un élément n'avait pas bien été, que la personne est allée se cacher dans le sol, on l'a pas revu de la soirée, puis elle était fâchée, là, furieuse. Faites jamais ça. Ça sert à rien, ça vous rendra pas heureux. Vraiment pas. Ça rendra personne heureux. Mais non, puis avec du recul, là, dans 2, 3, 4, 5 ans, là, vous allez vous souvenir de ce moment-là, puis j'ai été plate un peu, puis
ce sera pas le fun pour vous non plus. Là, non, puis c'est pas un beau souvenir. C'est ça. Rappelez-vous pourquoi vous le faites à la base. Oui. Là, rappelez-vous que vos 16 ou 12 ou 14 semaines que vous avez faites, c'était dans le but d'avoir du plaisir, pas de devenir grognon. C'était dans le but d'avoir une belle vie, d'être plaisant, d'avoir un succès, pas de devenir lourd. Pensez à l'objectif. Comme tu as dit tantôt, exploser le temps. C'est pourquoi j'ai fait ces 16 semaines-là. C'est pour être heureux. C'est pas pour être anxieux. Exploser ça de cette façon-là. Donc, puis on a parlé de ça, on a parlé de préparation. Ben moi, juste un dernier petit conseil, là, des fois, qui peut être intéressant, là, c'est de un peu réfléchir à toutes les choses qui peuvent arriver. Puis à la fois là, au positif puis au négatif. Tu sais, juste, qu'est-ce qui arrive si mon lacet se détache? Bon, mais là, vous réfléchissez à une petite stratégie pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le jour de la course, quand votre lacet va se détacher, ben, ça ne sera pas nouveau pour vous. Puis vous allez être un peu en terrain connu. Vous allez déjà avoir exploré des pistes de solutions. Qu'est-ce qui arrive si je manque un gobelet au point d'eau? Bon, ben, je réfléchis à une stratégie. Mettons, pour moi, je souhaite de pouvoir boire à chaque 2 points d'eau. Bon, mais ma stratégie, ça pourrait être de dire, ben, à chaque point d'eau, je vais essayer de prendre un gobelet. Parce que comme ça, si j'en échappe un, mais je ne serai pas mal pris, puis je vais être capable de me rattraper pour le prochain, et ainsi de suite. T'sais, de tout un peu réfléchir à ces choses-là, puis ça va juste faire en sorte que quand ça va se produire, ben, ça va être moins grave. Oui, parce qu'il va s'en produire. Ben oui. Puis il n'y a pas de souci. C'est ça, j'ai dit quand ça va se produire. C'est ça. Fait que peut-être que ce ne sera pas dans ce marathon-là. Peut-être que ce ne sera pas dans le prochain, mais un moment donné, ben, tout finit par se passer. T'sais. Mais le marathon, c'est jamais 100% parfait. Non. C'est comme la vie, mais c'est 100% merveilleux. Hein, on peut le voir comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ben écoutez, avec nos presque 100 marathons à deux, je pense qu'on vous a placoté de bien des choses. Vous allez passer votre vie à vous poser des questions sur les marathons. Ça, c'est certain, là. Je veux dire, on a toujours puis on fait toujours des petites gaffes. Moi, j'en fais encore des petites gaffes. On en fait tous. Puis, qu'est-ce qui se passe si, dans le cours du marathon, je ne peux pas le terminer? Est-ce que j'auto-flagelle? Ben non, c'est ça. On revient à ça, tu sais. Ça peut vous arriver de ne pas le terminer. Puis c'est pas grave. Mais non. Vous pourrez vous inscrire à un autre. Il n'y en aura pas de problème, tu sais. Donc, voilà. Ben écoutez, merci Fred. Ben merci Josée. Merci à tout le monde de nous écouter. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, bien, si vous décidez de vous inscrire, on vous dit bon marathon. Bon marathon.